Alors, une promotion vient de donner le meilleur d'elle-même. Une nouvelle promotion va commencer dès demain à apprendre à donner le meilleur d'elle-même. Et je dois quand même dire que cette année, on vous a assez sollicité, et notamment la question 2 de l'examen du mois d'avril était intitulée ainsi: sans chercher à définir l'intelligence artificielle, alors entre parenthèses, dont le principe scientifique de fonctionnement vous sera réputé suffisamment connu et compris, tout comme l'énorme potentiel pour améliorer la santé de millions de personnes dans le monde. Donc, vous voyez, on dit l'intelligence artificielle, potentiellement, peut faire beaucoup. Ne cherchez pas à la définir sur le plan scientifique, hein, regardez juste le principe. Et la question continue en disant: vous imaginerez et illustrerez en quoi la réflexion éthique menée au sein d'un comité auquel vous appartiendriez pourrait, le cas échéant, être utile à la définition des objectifs et données nécessaires à la mise en place d'un environnement à base d'intelligence artificielle, à son déploiement, à son utilisation et à son contrôle dans le domaine du soin. Cette réflexion doit concerner l'ensemble des acteurs et activités autour du soin. Donc on voit à l'hôpital tout le monde potentiellement concerné, mais pas seulement, tout autant en ambulatoire, de l'administration des activités et l'accueil des patients jusqu'à la surveillance médicale post-traitement. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez tout un environnement où on peut avoir des déclenchements automatiques d'alerte, tout simplement parce qu'on a des objets connectés qui peuvent tout autant se tromper que l'objet pas connecté, et en passant par le diagnostic et les traitements proposés. C'était une question difficile, tellement difficile qu'il a fallu l'été à notre orateur du soir, le professeur Claude Delpech, pour nous livrer la synthèse de cette question sur laquelle vous fûtes les premiers à écrire quelques mots. Je galège un peu parce que le comité national d'éthique avait rendu un avis. Il existe un comité d'éthique du numérique en santé. Mais Claude Delpech, qui est ingénieur de formation, qui est chercheur INSERM, qui est très intéressé par toutes ces questions en tant que scientifique d'une part, mais aussi passionné par de nombreux thèmes. Et c'est à ce titre-là qu'on l'a invité à venir répondre avec nous à cette question. Il est, jusqu'à il y a 3 jours, donc on peut dire il fut membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il a rédigé, co-rédigé cet avis et le 31 août, le mandat ayant pris fin, nous nous sommes dit que le 7 septembre, c'était le moment de venir écouter la synthèse. Donc Claude, merci beaucoup de partager avec nous les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle en santé. Et j'excuse le professeur Jean-Louis Tourelle, qui est député et qui lui aussi a fini son mandat et qui a contribué à un rapport pour la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il aurait adoré débattre avec nous. Il le fera une prochaine fois. Donc Claude, merci de nous rejoindre et on t'accueille avec plaisir. Eh bien, merci François. Un grand merci aussi au CODIR qui donc a eu cet été l'idée de me confier un cahier de vacances. On va y arriver tout de suite dessus. Bon, donc il s'agit de discuter un petit peu de ce qui m'est arrivé cet été, suite probablement à une série de discussions. Dans la salle, il y a un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par l'intelligence artificielle, qui m'ont dénoncé, qui ont suggéré que je vous parle un petit peu de cette affaire d'intelligence artificielle. Alors, on va essayer de faire un tour assez vaste, et probablement que la première diapositive doit vous déjà commencer à vous poser quelques questions. Alors, d'abord, c'était des devoirs de vacances. Donc, je vous délivre le résultat des devoirs de vacances. Ça donne, qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'intelligence artificielle. Et pour aller sur la plage, c'est à Nantes, et à Nantes, il y a un personnage qui est sur une grosse pierre au milieu de la ville et qui fait un pas de côté. Et ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de faire un peu un pas de côté, parce qu'on va quitter peut-être un peu ce qu'on fait traditionnellement en éthique pour essayer de voir toute une série de disciplines plus ou moins connexes, essayer de comprendre ce qu'il en est dans ces systèmes et quelles sont les questions qui se posent, et comment on peut faire avancer éventuellement les choses. Et donc, ma présentation, ça commence par 2 phrases qui sont un peu volontairement peut-être un peu dures. Est-ce qu'il est encore nécessaire de former des
pas n'importe qui l'a dit, c'est un prof qui est très connu dans le monde de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, qui est prix Turing, qui a dirigé les gros labos d'intelligence artificielle et qui s'est dit à un moment donné, finalement, la radiologie, il n'y a peut-être plus besoin de les former, on va tout mettre dans des systèmes d'intelligence artificielle, d'autant plus que l'imagerie, c'est quelque chose qui est assez facile à manipuler d'un point de vue technique pour l'intelligence artificielle. Et puis un autre point de vue de Villers, qui est une collègue aussi que j'ai rencontrée plusieurs fois, et pour elle, le son de cloche est assez différent. Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts à déléguer des décisions à ces systèmes. Elle dit qu'elle n'est pas prête à déléguer des décisions, mais ça veut dire qu'elle ne va pas les utiliser. Et donc on va essayer de voir un peu au cours du temps jusqu'où on peut aller dans la délégation des décisions et quelles sont éventuellement les problématiques que ça pose. Alors, si j'avance bien dans mon plan, je vais faire une introduction. Donc cette introduction, vous voyez, bon, c'est des maths, hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, je suis quand même un matheux, un physicien, quelqu'un qui manipule ça assez. Mais je vous garantis qu'on n'ira pas très loin. C'est promis, on va juste essayer de comprendre 2-3 trucs qui, à mon avis, sont très utiles pour la suite. Ensuite, on parlera de l'IA en médecine, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qui existe un petit peu, et puis on abordera les enjeux éthiques de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, en faisant une dernière ouverture sur quelque chose que de temps en temps on met peut-être un peu de côté, qui sont les défis indirects. Il y a des défis directs qui sont complètement faciles à voir, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Et on terminera en essayant de voir ce que l'on peut faire, ou ce qu'on peut imaginer faire, les uns et les autres, y compris dans le cadre des mémoires d'éthique à un moment ou un autre, si quelqu'un s'intéresse à la question. Alors déjà, pour démarrer, il faut se rappeler que le terme d'intelligence artificielle, il est très contesté par des tas de gens. Et je pense que c'est quelque part un débat un peu faux. Il faut accepter de passer par-dessus et se dire que finalement l'intelligence artificielle, ça a été créé par des matheux à l'occasion d'un congrès en 1956. Et ces matheux, ils créent une nouvelle discipline. À l'époque, il y avait des choses qui s'appelaient des systèmes experts. Ça existait. Mais ils voulaient vraiment créer une nouvelle discipline et ils se sont dit, à la fin de ce fameux congrès de 1956, comment est-ce qu'on peut appeler notre nouvelle discipline? Ils ont sorti de façon un peu comme ça du sac un terme intelligence artificielle, parce qu'ils ne savaient pas quoi utiliser comme terme. Ils avaient été un peu plus loin en se disant intelligence artificielle ciblée, mais c'était un peu compliqué comme, à mettre en place. En tout cas, c'était très différent à l'époque des systèmes experts, et éventuellement on reviendra dessus. Vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, hein, c'est une discussion assez ouverte. Donc, on parlait surtout à l'époque d'une simulation des facultés de l'intelligence. Alors, c'était assez vague, et à l'occasion d'autres cours que je fais dans le politique, on essaie de définir ce que c'est que l'intelligence. On s'aperçoit que déjà là, on est assez mal parce qu'on n'est pas foutu de définir ce que c'est que l'intelligence, et que du coup, parler de quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, c'est toujours un peu délicat. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, ces équipes de mathématiciens faisaient une conjecture qui est classique. Une conjecture, c'est quelque chose qu'on peut énoncer mais qu'on ne peut pas démontrer. Et à l'époque, ils disaient que, ma foi, l'intelligence artificielle allait en gros pouvoir être utilisée dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, on était capable à un moment ou à un autre d'arriver à simuler ce qu'un cerveau humain était capable de faire. Ils n'étaient pas du tout capables de le démontrer, mais c'était un peu leur objectif en disant on devrait y arriver et faire ça un moment ou un autre. Et c'était le grand boom un peu des ordinateurs aussi, on arrivait à avoir des ordinateurs plus petits, qui allaient plus vite, avec lesquels on pouvait faire des tas de choses et aller vraiment un peu dans ce domaine. Et alors curieusement, la première mise en place des intelligences artificielles, ce n'est pas des matheux qui l'ont fait, c'est un psychologue qui l'a fait, c'est M. Rosenblatt qui était psychologue et qui a travaillé sur la reconnaissance des caractères. Il s'est dit, tiens, à côté de mes activités de psychologue, j'ai bien envie de faire quelque chose d'un peu différent, j'ai entendu parler de ça. Est-ce qu'on pourrait être capable de reproduire une rétine artificielle qui lit des caractères? Et ça a été le tout début de l'intelligence artificielle, puisque là, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et si vous regardez, la petite matrice qui est en bas, c'est un mu, c'est un caractère. Et il a eu l'idée, suite aux premiers travaux de 1956 de ce congrès, de construire une structure dans laquelle il y avait des entrées, ça vous dit si la case est noire ou si elle est blanche en gros, et puis au milieu, des séries de cellules. Alors on appelle ça des neurones artificiels, ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, ça n'a pas changé de nom. Et qu'est-ce que c'est qu'un neurone artificiel?
C'est une sorte de petite boîte qui prend des entrées, qui fait la somme numérique de toutes ces entrées, et qui, si c'est au-dessus d'un seuil, fonctionne comme un neurone normal, envoie une impulsion à des suivants, à une sortie ou à d'autres neurones, et si c'est inférieur à un seuil, ne fait rien. C'est un peu un fonctionnement neuronal assez simplifié. Et finalement, ça ne marchait pas si bien. En fait, il a réussi à faire de la reconnaissance de caractère, et c'était les premiers pas, en gros, de l'intelligence artificielle. Mais il est tombé assez vite sur un certain nombre de problèmes. Et c'est là que les mathématiques interviennent. C'est que pour calculer un petit peu la façon dont on va faire cette somme d'entrée sur ces neurones artificiels, il faut mettre au point des méthodes. Donc on met des méthodes, on met des outils, on essaye d'apprendre au système, on lui met une lettre U, et à la sortie, on lui dit, la sortie qui s'appelle U, elle doit être à 1, les autres à 0. Donc on aura reconnu le caractère. Et ça veut dire qu'on est capable d'utiliser cette information d'apprentissage pour changer la façon dont fonctionnent tous ces neurones à l'intérieur de cette petite boîte. Et pour faire ça, on calcule des erreurs, il y a des algorithmes qui permettent de faire des rétro-propagations d'erreurs pour changer le fonctionnement de ces différents synapses. Il y a un gros problème en mathématiques, c'est que quand on fait ça, eh bien on se retrouve comme le montagnard du côté de Grenoble, qui est dans toute une série de vallées, et on lui demande est-ce que tu es dans la vallée la plus basse, avec le fond le plus bas ou pas. Mais il n'a pas son GPS à la main, il n'a pas d'altimètre à la main. Eh bien quand on est dans cette situation, on est incapable de le dire. On n'en sait rien parce qu'on ne voit pas la vallée d'à côté, on ne sait pas si elle est plus basse. Et en mathématiques, c'est pareil. L'erreur de calcul, ça ressemble un peu à des trucs comme ça, à des montagnes, à des vallées, et on peut se retrouver dans un creux et pas s'apercevoir qu'à côté, il y a une solution qui est bien meilleure. Donc ça, c'était un vrai problème au début et on ne savait pas trop comment le réguler, donc ça veut dire qu'on peut avoir un certain nombre de problèmes de mise au point de ces systèmes. Ensuite, là je vous ai montré le réseau Rosenblatt qui est assez simple, hein. Des entrées, des sorties autant que l'alphabet et puis une couche de neurones. C'est assez simple, mais on peut rajouter des couches de neurones. Et les rajouter comment? Et comment est-ce qu'on fait des interconnexions dans tout ça? Ça, c'est un vrai problème, c'est la complexité du réseau. Il peut être simple, il peut être très complexe. Donc l'idée, c'est de faire des réseaux qui sont les moins complexes possibles. Alors pourquoi ça? Parce que vous avez deux façons d'apprendre quelque chose. Vous avez une façon intelligente d'apprendre des choses, c'est ce qu'on fait tous. On ne connaît pas tous les cas de figure qui existent sur la planète, par exemple, de l'analyse d'une radio ou d'une image. Mais à partir d'une image ou d'une radio et de ses connaissances, de son expérience, on peut aller un peu plus loin et dire que cette image a une anomalie à cet endroit. Ça, c'est l'intelligence. La reconnaissance, ça veut dire qu'on aurait traité toutes les images de toutes les radios dans le monde et on chercherait l'image qui est la plus proche et qui correspond. Et on dirait, ben voilà, on a trouvé une image qui correspond exactement, et c'est celle-ci qui est l'image de sortie. Donc ça, c'est le contrôle de complexité. Si le réseau est trop complexe, c'est la reconnaissance et plus l'apprentissage. On va reconnaître un certain nombre de choses. Après, donc, il faut structurer ce réseau, et puis pour apprendre, il faut des bases de données. Et ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. C'est tout l'univers des big data. Alors les big data, on en parle régulièrement. Et dedans, on va mettre une série d'informations. Alors dans le cas des lettres, c'est assez facile parce qu'on va demander au système avec plein d'entrées de classer les lettres d'une façon ou d'une autre. Mais vous imaginez que sur une radio, ça devient quand même vite un peu plus compliqué. Et si on parle de traitement dans le monde de la santé, c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est une problématique qu'il ne faut pas perdre de vue. Et il y a un temps d'apprentissage qui est long. Alors on dirait, bon, à la limite, c'est pas très grave. Il y a des temps d'apprentissage longs sur des intelligences artificielles complexes. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Sonia parlait de ChatGPT. Vous allez voir que c'est quand même des temps vraiment énormes. Il y a un certain nombre de difficultés. Plus des problèmes spatiales. C'est facile de traiter une image. C'est facile de traiter une image lorsqu'on a des axes et que cette image est bien définie une fois pour toutes. Lorsque vous prenez une photo de la peau et vous essayez de savoir si une trace sur la peau correspond à une tumeur ou pas, vous prenez la photo, le zoom, vous avez fait ce que vous avez pu, le mieux possible, vous l'avez pris dans n'importe quelle direction, et l'intelligence artificielle doit être capable de reconnaître ça et de vous indiquer si éventuellement c'est quelque chose de pathologique. Donc ça, c'est très difficile, il faut absolument que les systèmes soient capables de traiter l'invariance spatiale. Je vous donne un cas qui est un cas d'image, c'est un cas qui peut exister dans tous les autres domaines, cette histoire d'invariance spatiale.
Et puis, il y a le problème du bruit de fond. Alors le bruit de fond, ici je vous ai mis deux radios de coupe de cerveau. Il y en a une qui est d'assez bonne qualité, l'autre est un peu dégradée. Alors vous allez dire, à l'œil, on est suffisamment doué pour ne pas faire de différence entre les deux et on va arriver à voir des choses qui nous semblent perturbantes sur les deux. Et c'est vrai, à l'œil, on est capable de filtrer des choses que mathématiquement on ne sait pas vraiment faire. Donc ça, c'est quand même une puissance qu'on a, nous, en matière d'analyse, c'est qu'on sait faire ces choses-là, alors pour l'intelligence artificielle, c'est assez difficile. Comment est-ce qu'on apprend quelque chose à l'intelligence artificielle? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous ai dit, parler tout à l'heure des lettres. Reconnaître des lettres, c'est de l'apprentissage supervisé. On vous donne des entrées, on vous donne le résultat, et le système se débrouille pour apprendre à vous proposer un résultat qui correspond à des entrées. Vous avez un jeu d'apprentissage, et puis vous avez un jeu de test. Le jeu de test est séparé, vous allez présenter des lettres, et vous allez voir si votre système fonctionne bien et qu'il vous redonne bien les bonnes lettres à la sortie. Ça, c'est l'apprentissage supervisé, c'est le plus ancien. C'est très général comme utilisation, et ça marche assez bien. Vous pouvez faire de l'apprentissage qui n'est pas supervisé. Vous entrez des informations, et vous laissez le système choisir. En gros, c'est lui qui va se débrouiller tout seul, pour trouver les choses qui se ressemblent, et essayer de les grouper par équivalent de type pathologie ou des choses de ceci. Donc c'est un autre mode de fonctionnement, c'est un autre mode un peu d'apprentissage. Vous allez par exemple pouvoir détecter quels sont les patients qui se ressemblent, qui ont des caractéristiques assez communes. Alors qu'a priori, vous ne saviez pas trop, mais vous avez mis toutes les caractéristiques de tous les patients que vous avez, et puis vous dites au système, débrouille-toi, cherche l'information qui est pertinente et qui va pouvoir faire ressortir. C'est un peu comme quand on fait la séparation de données. Et là, c'est un domaine beaucoup plus large. Et c'est surtout très bien adapté au langage. Le langage est vraiment fait comme ça à la base, et ça fonctionne un peu comme ça. La reconnaissance vocale et les traducteurs fonctionnent de cette façon. Vous pouvez avoir de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que là, c'est la structure même du réseau qui va changer au cours du temps et qui va évoluer. Donc vous allez modifier le fonctionnement de tous les neurones qui sont à l'intérieur, et puis vous allez faire évoluer la façon dont ils sont connectés les uns aux autres. Donc c'est encore une autre méthode. Et une dernière méthode qui nous intéresse tout particulièrement dans le domaine de la santé, c'est l'apprentissage continu. Vous avez créé une base de données. Vous avez des patients, vous avez une pathologie, vous avez rentré des tas de données, et ça vous avez appris à votre système à les reconnaître. Vous avez, entre guillemets, validé votre système. Donc, il achète, vous acquitez le document, votre système est validé. Très bien. L'intelligence artificielle, ça progresse assez vite. Est-ce qu'on peut rajouter des données au cours du temps? Et le médecin peut parfaitement rajouter des données. Et est-ce qu'on peut continuer à apprendre? Et dans ce cas-là, si on continue à apprendre, est-ce que la validation de votre système qui avait été faite à l'instant T0, quand vous l'avez validé auprès des organismes qui contrôlent tout ça, est encore valable? Eh bien, vous n'avez à peu près aucun moyen de le savoir. Donc vous voyez que là, ça devient un peu compliqué parce qu'on reste dans une situation bloquée. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça évolue à une vitesse absolument faramineuse. Donc on peut aujourd'hui décider qu'on met sur le marché un dispositif, essayer de le faire tester, ça va vous prendre 6 mois ou 1 an, le mettre en place, ça commence à être diffusé un peu pour l'utilisation de routine, et vous êtes déjà à 2 ans, ou éventuellement 3 ans, et déjà le système d'origine, il est obsolète, il faut changer. Vous voyez qu'il y a un problème un peu de fond pour la vitesse d'évolution un petit peu de choses. L'explicabilité, ça c'est quelque chose qui ressort dans tous les documents et dans tous les papiers que vous voyez dans les journaux sur l'explicabilité. On revient là-dessus, c'est un des gros problèmes, c'est un problème politique qui est quand même très très ardu. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas expliquer comment marche un ensemble de neurones qui fait une solution quelconque à un problème. On est incapable de voir dedans comment ça se passe. Alors là, je vous donne un exemple. Vous avez un chat, vous avez une image d'un chat, tout le monde le reconnaît. Et puis là, vous avez des images de ce qui se passe à l'intérieur des différentes couches d'un réseau qui est fait pour reconnaître les chats. Alors, sur les premières couches, bon, vous apercevez encore quelque part qu'il y a des chats dans les premières couches. Plus vous allez dans des couches un peu profondes qui vous permettent d'améliorer les performances de votre système, plus vous vous apercevez que vous arrivez sur des trucs absolument inexploitables. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est essentiel au fonctionnement du système.
Et ça, c'est quelque chose qui est très très complexe dans le monde de la médecine parce qu'on a envie de comprendre et d'expliquer comment ça marche. Et vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne pourrez pas expliquer pourquoi le système vous a donné ce résultat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut accepter que les données soient parfaitement propres. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut les annoter. Et je pense en particulier à tous nos collègues médecins qui ont souvent pas le temps déjà de noter tout ce qu'on leur demande, qui sont déjà submergés par une série de choses à faire, et pour lesquelles c'est un peu compliqué. Mais là, il faut vraiment vérifier à chaque fois que ce qu'on a noté est tout à fait pertinent, clair et juste. Pour vous donner une idée, le CIRAM que vous connaissez tous, c'est une base de données qui a été faite surtout pour faire de l'économétrie, mesurer un certain nombre de choses du point de vue dépenses. Ce n'est pas une base de données médicale, au sens vraiment clair du terme. Si vous utilisez cette base de données, vous allez avoir à peu près 30% d'erreurs en matière de diagnostic et de pathologie. Vous ne pouvez pas du tout utiliser ça tel que pour apprendre quoi que ce soit à une intelligence artificielle, sinon elle va vous donner des résultats totalement fantaisistes. Vous voyez que là, il y a une obligation éventuellement de croiser des données avec d'autres informations qui sont ailleurs, des registres, des informations hospitalières, croiser toutes ces données, donc établir des liens dans toutes les directions et essayer de valider vos bases de données. C'est absolument essentiel d'avoir une base de données. Et puis, les derniers résultats montrent en gros qu'il y a quand même 80% des données qui concernent les patients, c'est textuel. Donc textuel, il faut arriver à lire et à comprendre les données qui sont écrites en textuel pour les rentrer dans une base de données. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il y a des mots importants, des adjonctions côte à côte de mots qui sont très importants, d'autres moins. Donc il faut arriver à traiter ça et le traiter de façon astucieuse. Et c'est pour ça qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui vont faire de la lecture d'articles scientifiques qui s'intéressent à ça et qui sont déployés aussi dans le monde de l'écriture de vos ordonnances et de vos recommandations concernant tous les patients. Et ça, il faut arriver à le lire de façon courante. Les intelligences artificielles, on va parler d'une autre personnalité qui s'appelle Yann LeCun, qui est le directeur de AI Research, chez Facebook. Et lui, il dit, oui, ben, tout ça c'est très bien, il est plongé là-dedans jusqu'au cou, mais il dit, les intelligences artificielles, ça a moins de sens commun qu'un rat. On ne peut pas dire que c'est aussi magique que ça, une intelligence artificielle. Il y a quand même un certain nombre de limites. Il donne deux exemples. Ça repose toujours sur des approches un peu mécanistiques, même si c'est des maths, c'est de la mécanique mathématique pour faire ce genre de choses. Mais ça ne sait pas du tout faire la différence entre les deux phrases qui sont écrites ici. J'ai reçu un ami pour le dîner ou j'ai mangé un ami pour le dîner. Pour nous, ça semble évident. C'est complètement évident. Pour une intelligence artificielle, c'est pas du tout évident. Donc il faut arriver à comprendre un peu comment on va pouvoir se sortir de ce genre de problème. Et aujourd'hui, on est dans la situation où on va parler essentiellement d'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, c'est celle que l'on connaît, c'est celle qui n'est pas susceptible d'avoir des émotions, et c'est pas celle qui est susceptible d'évoluer toute seule. Ça s'appelle l'intelligence artificielle forte, on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu sur ce sujet, parce que vous avez vu dans la presse et autres que ça a évolué à toute vitesse, et que les grandes questions, en particulier de Laurence Duvier, je s'y ai donné plus, c'est qu'est-ce que c'est que l'émotion d'une intelligence artificielle? La vraie émotion, pas celle qu'on simule, parce que simuler l'émotion c'est facile, hein. Avoir un robot qui a les joues qui deviennent rouges, ça tout le monde sait faire, enfin c'est pas un problème. Mais que ça corresponde à quelque chose de vrai, c'est beaucoup plus délicat, et c'est pas évident, il y a des gens qui travaillent là-dessus, avec tous les problèmes qui sont liés à cette intelligence artificielle forte, parce que du coup elle est capable de éventuellement prendre des décisions qui ne vont pas du tout dans le bon sens, voire dans le sens que l'on souhaiterait offrir à l'intelligence artificielle. Cela étant, vous allez dire, ça c'est peut-être des cogitations de matheux et d'ingénieurs dans leur coin qui font des trucs, et peut-être que ça ne va jamais arriver. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui avait été prédit, vous mettre un peu des guillemets, et ce qui est effectivement arrivé. En 1958, Herbert Simon, il explique qu'il va y avoir un programme qui va être capable de jouer aux échecs et qui va être capable de battre des joueurs d'échecs. Alors il s'est un peu trompé dans la durée, lui il avait dit 10 ans, c'était pas 58, c'est en 1997, non, en 1997 c'est arrivé. Donc un ordinateur avec une intelligence artificielle a battu un joueur d'échecs.
Maintenant, c'est banal, y compris le jeu de Go et tous ces jeux qui sont assez complexes, les intelligences artificielles peuvent le faire. Ensuite, quelque chose qui est un peu plus loin de notre domaine de prédilection qui est la santé, la démonstration de théorèmes mathématiques, on s'est dit, ça c'est quand même vraiment un problème très délicat de démontrer un théorème de mathématiques. Mais ça a marché, et maintenant on a développé depuis longtemps des langages qui permettent de démontrer des théorèmes, en particulier le LIS. En 1960, vous voyez, c'était pas loin, en 56-1960, ça a été assez vite hein, quand même. Faut dire, c'était tous des matheux qui étaient en 1956, donc c'est normal qu'ils aient avancé un peu vite. Hein, quand même. La compréhension du langage naturel, ça, c'est quelque chose qui était prévu aussi. Et la première fois, ça a été fait par Elisa. Si ça vous amuse, vous pouvez toujours trouver un programme Elisa. Hein, c'est une psychothérapeute virtuelle. Donc vous tapez vos phrases et puis elle vous répond, vous engagez un dialogue avec elle. Et ça simule un psychothérapeute. Bon, pourquoi pas. Alors à l'époque, c'était quand même un peu rustique. Hein, ça. Mais ça marchait pas si mal que ça. Vous pouvez quand même avoir quelques idées. Aujourd'hui, vous avez, peut-être chez vous, j'en sais rien, Alexa, Siri, tous ces systèmes qui vous permettent de piloter à la voix des systèmes d'information dans votre maison. Hein. Et puis vous avez peut-être essayé aussi des systèmes qui permettent de générer des choses. Alors on peut générer du texte. Ça peut être utile dans certaines circonstances. C'est un peu compliqué quand même à borner un peu cette affaire de génération de texte. On peut générer des images. Donc pour vous, j'ai généré 2 images automatiquement. Donc la première, j'ai demandé quelque chose qui ressemblait à la plage qu'on a vue au tout début, à la plage des sapins ligneux. Donc c'est une plage avec du sable blanc, des petits bateaux et des arbres. On peut dire qu'à la limite, je ne qualifierais pas ça d'œuvre d'art, mais l'intelligence artificielle a dessiné quelque chose qui est assez cohérent. La deuxième image ici, alors c'est un peu plus étonnant, je lui ai demandé de dessiner la réunion d'un comité d'éthique. Et voilà ce qu'elle m'a sorti. Alors je vous laisse, mais ça m'a laissé un peu dubitatif et j'étais quand même un peu étonné qu'il me sorte un truc comme ça. D'abord, il y a les hommes. Ils sont dans leur coin en train de discuter autour d'une table avec des bouquins. Je crois qu'aujourd'hui, on ne voit plus un comité d'éthique comme ça du tout. Et ça, c'est récent, hein, c'est la semaine dernière, hein, donc c'est assez étrange quand même qu'on ait sorti ce genre de truc. Ben voilà, donc il y a des choses qui étaient prévues, il y a des choses qui se sont vraiment réalisées, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, non, ça c'est complètement fantaisiste, on va jamais y arriver. Ça va pouvoir se faire. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, ils sont de plus en plus complexes. Vous voyez, il y a en haut des petites figures, on peut rentrer beaucoup de choses dans le domaine de la santé, tout un tas d'images, des résultats d'EEG, des résultats d'ECG, résultats d'examens ultrasonores, tout un tas de trucs, des files d'attente dans les hôpitaux. Tout ça, ça passe dans un réseau avec de plus en plus de couches cachées dans tous les sens et de plus en plus inexplicable du point de vue fonctionnement. Mais normalement, ça vous donne un résultat qui est assez cohérent et ça nous permet d'avoir ensuite des systèmes qui nous permettent de vous décider. Une intelligence artificielle, ça ne vous dit pas votre patient a 100% de chance d'avoir cette pathologie. Il va vous dire, bon, bah là c'est 78, là c'est 5%, là c'est 10%. Il va falloir vous laisser décider. Vous pouvez décider, vous, de mettre un seuil au système et dire, eh ben, au-dessus de 70%, c'est bon. Je considère que ça marche. Mais c'est en dessous, juste pour vous montrer un peu, c'est le nombre de publications intelligence artificielle et médecine. Vous voyez qu'en ce moment, c'est en train d'exploser de façon énorme, ça grimpe. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'intelligence artificielle en médecine? Ben, beaucoup de choses. Donc, là, je vous ai fait une petite liste et on va essayer d'en regarder un certain nombre d'un peu plus près pour voir qu'est-ce qui nous concerne un peu directement et ce qui peut nous amener à réfléchir à un moment ou à un autre tous ensemble sur les problématiques liées à l'intelligence artificielle dans la médecine. Et vous voyez qu'il y a vraiment des choses assez différentes les unes des autres. Alors, regardons un petit peu ça de plus près. L'intelligence artificielle, ça sert beaucoup dans le monde de la recherche. Il faut être très clair dans tout le monde de la recherche, que ce soit la médecine ou pas la médecine d'ailleurs, c'est très bien. Alors des exemples tout simples, pour suivre et pour prédire les évolutions d'un certain nombre de maladies, je pense à une en particulier,
On va utiliser l'intelligence artificielle pour voir un peu la vitesse à laquelle cette maladie va se diffuser sur un continent ou à l'échelle d'un pays, en utilisant tout un tas d'informations. Des informations médicales, des informations de tracé de votre téléphone, ce que vous avez acheté dans les pharmacies, les consultations que vous avez faites, les conversations que vous avez échangées entre différentes personnes. Et on va se servir de tout ça pour tracer un peu la façon dont l'épidémie va se propager. Et ça permet de faire du suivi prédictif des épidémies. Donc c'est quelque chose qui est problématique, assez intéressant. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche. Dans le domaine de la génétique, je vous ai sorti un exemple sur la dysplasie fibromusculaire artérielle. C'est des pathologies d'origine génétique, mais ce n'est pas monogénique. C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez toute une série de gènes. En gros, dans ce cas particulier, c'est à peu près en 40-45 à peu près, qui interagissent les uns avec les autres, qui chacun à titre individuel ne vont pas créer de maladie, à aucun moment. Mais c'est l'association de tout ça dans certaines proportions qui va amener à ce que vous ayez plus ou moins de chances d'être malade. Donc c'est vraiment cette interaction qui va expliquer les choses. Donc non seulement il y a la partie analyse d'un volume énorme de données, mais en plus après il y a les interactions dans toutes ces affaires génétiques. Et puis, un dernier exemple, là, je vous ai cité des exemples qui sont très différents les uns des autres. AOP Alzheimer, à quoi ça sert? Ça sert à trouver quelles sont les conséquences de l'utilisation d'une molécule chimique ou d'un produit chimique. Donc, par exemple, vous avez le cadmium, le bisphénol, et vous regardez quelles sont les interactions avec tout ce que vous essayez de détecter traditionnellement en médecine. Donc l'apoptose des cellules, l'obésité, ceci, cela. Et ça vous permet assez facilement, à partir d'énormes bases de données, de toute la littérature scientifique qui a été écrite, de prédire un peu si vous mettez dans votre système quelque chose qui comporte du bisphénol, quels sont les risques éventuels et qu'est-ce qu'il faudra éventuellement surveiller à regarder. Donc c'est quand même très intéressant. Ça va plus loin dans le monde de la médecine, et là on touche le domaine des big data, qui est un domaine complexe. Il y a en particulier UK Biobank, qui est une banque de données génétiques anglo-saxonne, mais il y a eu énormément de choses qui ont été rajoutées. Donc, vous avez des registres de cancer, des admissions hospitalières, des questionnaires en ligne, les enregistrements concernant les différentes pathologies, les parents de screening, les taux de mortalité. Tout ça, c'est mis dans cette énorme base de données, en plus de la génétique de chacun des patients. Vous voyez que là, vous avez, pour les chercheurs, une mine de renseignements énorme. Une mine de renseignements qui vous permet d'apprendre à des intelligences artificielles à essayer d'extraire des informations, de grouper des informations, et de vous indiquer que tel ou tel type d'association d'événements peut conduire à une pathologie ou à une autre. Alors en France, il y a le plan France Médecine Génomique qui est un peu le même système, et là vous voyez qu'on est très vite dans le monde de l'agglutination, je ne sais pas si le terme est bien choisi, des données en provenance de tout un tas d'univers, les unes à côté des autres, et qui sont éventuellement assez compliqués à protéger. Donc ça c'est vraiment la partie recherche à toute base. Mieux comprendre l'origine des maladies, ça se fait depuis que la médecine existe. Tous les médecins depuis longtemps ont essayé de comprendre, à partir des relevés qui s'avaient faits, des cahiers qui s'avaient faits, de leurs observations, quelle était un petit peu l'origine des maladies, et puis éventuellement envisager les nouveaux traitements. Donc on utilise des data des patients, ce qu'on vient de voir par exemple avec le cas Biobank, mais on peut utiliser d'autres choses pour élaborer des hypothèses prédictives. Donc c'est là que je vous dis, c'est un peu des pourcentages, c'est pas une valeur absolue, voilà, vous avez probablement tel type de pathologie, mais ça pourrait être aussi celle-ci. D'où l'importance que le médecin ait un œil assez ouvert sur tout ça. Vous avez des systèmes qui vont orienter un petit peu vers la médecine de précision. Alors, la médecine de précision, c'est un grand mot qui est utilisé pour essayer d'adapter le traitement à un patient. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire maintenant, et on commence à faire pour un certain nombre de médicaments, en particulier le BPM 315-10, parce que celui-là, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas sur beaucoup de patients, c'est 15 à 20% des patients, donc c'est peut-être pas utile de leur donner un traitement avant si on ne sait pas si ça va marcher pour eux. Donc l'idée, c'est d'essayer, avant d'essayer de prédire le résultat possible, avec un peu d'incertitude, sur un traitement ou un autre. Et puis, donc, vous avez des logiciels qui vous permettent de faire de l'intégration de données, énormément d'intégration de données, pour essayer de proposer des mécanismes d'action des médicaments cibles. Ça sert aussi beaucoup
dans l'analyse des interactions sur les médicaments. On arrive assez bien à comprendre pourquoi un médicament va agir de cette façon, de cette façon. Quand on en a vraiment beaucoup ensemble, ça devient quand même assez compliqué et on peut avoir des soucis de temps en temps. Et puis, on s'est dit, est-ce que ça peut permettre d'améliorer un peu les diagnostics médicaux qui ne sont pas si simples que ça, qui peuvent être de temps en temps un peu compliqués. Tout le monde a entendu parler un peu des errances en matière de diagnostic, et des fois, c'est vraiment pas du tout évident. On a beau connaître beaucoup de choses, être un expert de la médecine en général, voire être un expert de la médecine interne, il y a des fois, ça dépasse un peu tout ce qu'on peut imaginer, et on ne sait pas trop comment ça prend. Donc là, on essaye d'utiliser l'intelligence artificielle, et il y a des domaines où c'est vraiment, où ça marche plutôt bien. Donc par exemple, dans tout ce qui est le diagnostic radiologique, et c'est l'origine de la phrase qu'on a vue au début tout à l'heure, dans le monde de la radiologie, depuis le début, on s'est rendu compte que ça marchait assez vite et assez bien. Quand on dit assez vite et assez bien, par exemple pour le cancer du sein, pour les analyses un peu automatisées, l'intelligence artificielle c'est 92% de taux de détection, le spécialiste c'est 96%, la différence c'est que l'intelligence artificielle elle met moins de 30 secondes pour donner le résultat. Le spécialiste, il faut quand même qu'il passe un peu plus de temps, donc ça va l'occuper un peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on est ensemble, on améliore encore considérablement le résultat, on est à 99. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne va pas faire les mêmes erreurs que le médecin. Donc, on peut arriver à se comprendre d'une certaine façon, à comprendre le résultat de l'intelligence artificielle et celui du médecin, et puis à faire quelque chose. Quelque chose qui est absolument maintenant validé, c'est la rétinopathie diabétique et l'analyse du fond d'œil de façon automatique. Les logiciels sont validés par la FDA, et donc ça marche très bien, et on arrive à faire des fonds d'œil assez facilement, et puis à les analyser, et vraiment les taux d'erreur sont très très faibles. Les séquençages de génome, c'est aussi des choses qu'on arrive à faire beaucoup plus rapidement, parce que dans un certain nombre de cas, c'est très ennuyeux d'être obligé d'attendre 3, 4, 5 jours avant d'avoir un résultat pour un patient. Au moins, il y a des systèmes d'analyse de génome qui sont beaucoup plus rapides et qui utilisent l'intelligence artificielle. Le guidage des immunothérapies en oncologie, ça c'est un nouveau domaine qui est très intéressant, en particulier pour l'utilisation des signatures radiomiques. Les signatures radiomiques, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous permet à travers une image d'extraire des paramètres qui sont de type un peu biologique. Ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire visuellement, mais c'est quasiment impossible. Là, on arrive à le faire avec un certain nombre de dispositifs, à partir en particulier des images de scanner. Et puis, on peut définir, par exemple, des scores prédictifs d'efficacité des immunothérapies uniquement à partir d'une image de scanner, parce qu'on ne sait pas faire visuellement. Donc là, l'IA apporte vraiment des choses tout à fait intéressantes. Donc, on croise les données multiples textuelles qui sont relatives aux patients. On ajoute ça, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la partie textuelle, ajoutée à la partie mesure, biologique, imagerie et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis on arrive à faire un certain nombre de choses pour le diagnostic. Et les maladies rares, vous savez que c'est quand même déjà très difficile à diagnostiquer, surtout quand elles sont vraiment très rares, et qu'en gros, vous avez peut-être 500 patients dans le monde qui ont une pathologie très particulière. Il faut avoir accès à ces bases de données. Il faut d'abord savoir que ça existe, parce que ce n'est pas forcément absolument évident. Il faut les trouver, et l'IA vous permet de trouver un peu des informations concernant ces pathologies qui sont très très rares. Donc voilà, ça permet quand même d'améliorer un peu les diagnostics et d'éviter ces fameuses errances diagnostiques qui peuvent durer très très longtemps. Donc ça nous fait à travailler sur un gros logiciel d'intelligence artificielle qui fait ça, qui vous permet qui vous aide d'une certaine façon. D'autres exemples qui commencent à poser un certain nombre de questions. Le projet Psycare, par exemple, ça c'est un exemple qui permet, dans les pathologies psychiatriques, de faciliter l'accès aux soins, de les détecter. Donc, ça améliore un peu la détection précoce. C'est encore un système, ça, où c'est plutôt du style question-réponse, et la façon dont on répond intervient sur un diagnostic. Ce n'est pas un système qui va utiliser vos conversations téléphoniques. Et pourtant, dans le domaine de la psychiatrie, l'information auditive que vous avez à travers les téléphones portables du patient est super intéressant. Vous pouvez être vraiment analysé de façon très fine, et indépendamment simplement des relations grammaticales entre les mots et la position des mots, vous pouvez étudier aussi des intonations, des choses comme ça qui sont très très intéressantes. Mais donc ça commence, et normalement ça devrait permettre de
si possible, d'offrir des programmes personnalisés de façon beaucoup plus rapide. Bon, je mets un peu des guillemets autour de tout ça, prenons-le comme ça. À la PHP à Paris, là, ils ont développé Epifractal. C'est pour détecter les patients avec des risques d'ostéoporose qui sont importants. Bon, il y a d'autres systèmes qui existent. Vous pouvez regarder dans la littérature, je vous en ai quelques-uns. Il y aura un vidéo à la fin, vous pouvez la récupérer. Il faut juste balayer un peu tout ça. Vous voyez, dans des tas de domaines, insuffisance rénale, des tas de choses. Et donc, on se promène. Et puis, on arrive dans un univers qui est quand même très contesté. Et bon, il faut se pencher dessus d'un point de vue éthique. Vous avez tous entendu parler du robot Paro. Bon, qu'on trouve dans les EHPAD. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'ils mettent une espèce de peluche à disposition des résidents des EHPAD? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est de l'infantilisation des résidents? Alors, la mutualité française a fait une étude sur ce sujet, sur 27 000 résidents, donc sur un très très grand nombre. Ils ont la possibilité de faire ce genre d'études. Et donc, ils ont quand même vu un certain nombre de choses. Il y a un certain effet positif sur le bien-être et le lien social. Tout, si ça peut aider, on a un peu tendance à dire pourquoi pas. Quand vous avez des petits-enfants, on leur donne bien un bidou, et en fait, ça les aide un peu d'une certaine façon. Donc, imaginons que ça puisse aider un peu. Mais il y a chez un certain nombre de patients, pas du tout négligeables, vraiment une stabilité du refus. Donc, ils n'ont pas du tout envie de se retrouver avec une peluche dans les bras. Et c'est un refus absolu et total. Donc, vous pouvez pas en entendre parler. Donc ça, c'est très clair et c'est complètement stable dans le temps. Il n'y a pas plus d'interaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on imaginait au début, c'était quelque chose qui était un peu dans la pub, en disant vous allez avoir beaucoup plus d'interaction, vous allez voir, tous les résidents vont se mettre à parler entre eux et à discuter avec les personnes. Donc ça ne change pas vraiment. Il y a des effets positifs sur les patients qui sont vraiment dans les démences. Ils ont plus de facilité à gérer un peu sa situation. Bon, il n'y a pas d'effet sur la prise antalgique, donc vous voyez, de temps en temps, on peut dire qu'après tout, si ça peut aider, si les patients le souhaitent, pourquoi pas. Enfin, si les résidents le souhaitent, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus... peut-être qui va changer plus rapidement un peu notre vie d'une façon ou d'une autre, c'est les fameux robots d'accueil. Alors les robots d'accueil sont des robots qui ont vocation à être placés à l'entrée des hôpitaux pour vous aider, vous guider, vous envoyer dans la bonne direction, dans le bon service. C'est la même chose qu'on retrouve à la gare quand il faut prendre le train et que vous avez un robot qui vous accueille, qui vous envoie ici. Donc ça, j'ai un peu tendance à dire, c'est une forme de robot d'information, après tout, il n'y a pas vraiment de problème autour de ça. Alors que le robot par robot, oui, il y a des problèmes. Il y a des robots d'apprentissage. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, parce que QT Robot, c'est un robot qui est utilisé en particulier pour les enfants qui souffrent de troubles autistiques, parce que c'est un robot qui est capable de progressivement s'adapter à une communication. Et souvent, les enfants autistes, dans la mesure où l'émotion de l'autre n'est pas du tout quelque chose d'évident à comprendre pour eux, se retrouvent dans une situation de compréhension assez difficile. Alors là, le robot, il évolue au cours du temps en fonction d'annoncer l'enfant pour essayer de lui faire comprendre la significativité d'un geste, le fait de dire bonjour, le fait de tourner la tête vers quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, et ça a l'air de donner des résultats qui sont assez intéressants. Imaginons. À l'époque où j'étais au CCME, donc il n'y a pas très longtemps, on s'était intéressé à la série Black Mirror. Vous avez peut-être vu, il y a peut-être des adeptes de cette série dans l'amphi ce soir. C'est une série qui essaie de regarder un petit peu quels sont les problèmes qui peuvent surgir avec toutes ces innovations qu'on a un peu dans le domaine de l'informatique. Et Be Right Back, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette affaire, c'est les deadbots. Alors, les deadbots, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des robots virtuels. Ceux-là, ils sont virtuels, ils ne sont pas en matière plastique. C'est des robots virtuels qui vous permettent de faire revivre une personne décédée. Et qui vous permet non seulement de la faire revivre, mais de la faire évoluer dans son environnement, de la faire vieillir, de la faire interagir avec d'autres personnes. Et ça, c'est quand même vraiment un sacré problème. Et je pense qu'il y a des questions éthiques, en particulier pour les enfants. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants, qui ont recréé leur enfant virtuel, et qui le voient grandir et qui le voient vieillir et interagir avec des copains d'école.
à travers un casque virtuel. Donc je pense que ça, c'est pas si évident que ça à gérer, c'est une situation assez complexe. Les deadbots, c'est un peu la mode, en particulier en Californie. Donc il y a probablement des choses à réfléchir. Et puis il y a Ziaoyi, pardonnez mon accent chinois qui doit être épouvantable, pas un chinois qui comprend ce qu'elle raconte, mais ça veut dire petit docteur. Le petit docteur, c'est quelque chose que vous trouvez dans les hôpitaux maintenant, en Chine, il y en a de plus en plus, et lui qui fait un pré-diagnostic. C'est-à-dire que vous n'avez plus personne à l'accueil, vous avez éventuellement le robot qui vous emmènera à l'endroit où il faut après, mais vous avez un robot qui commence à vous poser plein de questions, et qui commence à faire un pré-diagnostic, et qui va vous conseiller d'aller voir tel médecin, parce qu'il aura vu aussi que son gars il est libre dans le temps qu'il faut. Et moi je m'étais dit, bon c'est encore dans les labos, hein, c'est un peu de la recherche, mais pas du tout. Ça a été développé, maintenant il y en a dans beaucoup d'hôpitaux en Chine, et ça commence à arriver un peu partout, parce que les systèmes de préanalyse et de pré-diagnostic sont de plus en plus performants, et permettent peut-être d'améliorer l'accueil, je ne sais pas. Parce que c'est mieux, c'est vraiment une affaire très personnelle. Dans le domaine de la psychiatrie, il y a des gens qui préféraient par exemple Zoom, consultation en face à face. Parce qu'ils disaient que ça nous permet d'avoir un certain éloignement, c'est plus facile. Et il y en a qui préfèrent encore plus que Zoom d'avoir une interaction avec un robot. Parce que alors là, le robot, il peut vous dire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas même de réaction qui permettent d'imaginer qu'il y a un jugement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui vont évoluer très très vite et qui vont éventuellement nous amener à réfléchir. D'autres applications dans les domaines chirurgicaux, ça commence à prendre de plus en plus d'importance, hein, parce que l'idée c'est d'arriver à prédire le geste chirurgical le plus adapté. Alors comment on fait ça? On le fait à travers ces longues études pour devenir chirurgien, hein, donc on le pratique vraiment. Mais on peut aussi le pratiquer de façon virtuelle, hein, ça c'est quand on est à la fin des études. Mais on peut aussi le pratiquer de façon virtuelle chez le patient qu'on veut opérer, quand c'est des opérations un peu complexes, en essayant différents d'accès, différents types de passages, et on essaye. Et puis, on peut améliorer l'image, qui à la limite est une image visuelle, en rajoutant par-dessus des images en temps réel qui deviennent des images de typologie, de type informatif sur ce qui se passe au niveau d'un organe donné. Donc ça, c'est très intéressant parce que le chirurgien a en même temps une vision vraiment de l'organe, de ce qu'il est en train de faire, des risques qui peuvent apparaître s'il continue dans cette direction à travailler de cette façon-là, éventuellement des conséquences pour les patients. Donc ça sert effectivement dans le domaine des interventions chirurgicales et ça permet aussi de piloter des robots. Vous savez que les robots qui font des sutures, c'est des robots qui vont à toute vitesse et qui font une suture absolument parfaite. Et ça marche plutôt bien. C'est de l'apprentissage plutôt bien. Donc dans le domaine de la chirurgie, ça va servir. L'optimisation et le suivi des patients, on l'a évoqué tout à l'heure, avec des choses qui sont très connexes un petit peu à ce rôle des patients. Quand on parle du rôle des patients, on peut imaginer que les patients peuvent, qui font déjà d'une certaine façon les patients qui ont une maladie chronique, en règle générale, ils sont entre guillemets devenus un peu patients experts d'une pathologie et puis ils sont déjà capables de se gérer un petit peu mieux. Mais il y a des cas où des fois c'est plus compliqué. On pense en particulier dans le domaine de la psychiatrie et des troubles cardiovasculaires, où là, c'est possible d'avoir des systèmes qui vont prédire un petit peu ce qui va se passer. Il y a les fameux chatbots, les systèmes qui nous permettent d'avoir une conversation. Et par exemple, aux hospices, pendant la période Covid, il y avait un chatbot qui avait été mis au point pour essayer d'améliorer l'acceptation vaccinale. Donc, vous pouviez parler pendant un quart d'heure avec un robot qui vous expliquait tout, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ceci, cela. Donc ça donnait un certain nombre de choses et ça déchargeait effectivement les personnels de ces réponses au téléphone qui étaient multiples et ils s'en sortaient plus, ils étaient submergés par ça. Donc ça c'était très intéressant. Avec ça peut être valorisant, pourquoi pas. Ça peut être des responsabilités supplémentaires pour le patient lui-même, parce qu'en fait on lui délègue d'une certaine façon une tâche à travers une intelligence artificielle et c'est un peu lui de se débrouiller après. Bon, il peut toujours revenir voir son médecin quand même, mais il y a un peu ça. Et puis, il y a certains patients pour lesquels ça ne marche pas parce que l'accès aux soins formels, tel qu'il existe aujourd'hui, est quand même quelque chose d'essentiel et d'important.
Et le contact est absolument essentiel. Et franchement, il y a cette zone grise. Je ne sais pas si vous avez revu récemment la définition de la santé au sens de l'OMS, mais c'est tellement large qu'en gros, il y a des centaines, des milliers, je ne sais pas combien, de dispositifs qui vous aident à améliorer votre santé ou à la maintenir vraiment au top. Et c'est des trucs que vous chargez sur votre téléphone qui viennent de n'importe où dans le monde, on ne sait pas qui les écrit, ça n'a jamais été validé. C'est toute une série d'applications de santé et de bien-être qui sont pas absolument validées. Le passage de l'IA aussi dans le domaine des soins hospitaliers à domicile, c'est tout ce qui est la télémédecine, assistée ou non. Alors ça fait couler beaucoup d'encre et ça en fera couler encore parce que la télémédecine, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans certaines circonstances, qui est peut-être aussi un pied-à-lit dans d'autres circonstances pour des raisons économiques, et là il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus. C'est aussi le développement d'Internet et de l'IA lorsque vous faites des recherches sur Google. Et vos patients, ils font des recherches sur Google pour savoir ce qu'ils ont et comment ça doit être traité. En fait, ils arrivent chez vous, dans vos cabinets, en disant nous on a lu tout ça, et maintenant vous allez nous expliquer tout ce qu'on a lu. Et ça, bon, ça ne va pas vous simplifier la vie, et je pense que c'est générateur quand même d'un certain nombre de choses un peu délicates. Et quelque chose qu'on met en place de plus en plus avec l'IA, c'est ce qui s'appelle des interventions adaptatives juste à temps. C'est-à-dire qu'on va vous mettre à disposition des systèmes avec des capteurs, des systèmes que vous allez porter avec vous ou autres, qui vont être une surveillance quasiment permanente, et pour lesquels on sait qu'un jour ou l'autre, il va vous arriver quelque chose et qu'il va falloir intervenir vite. Alors il y a deux solutions, ou on vous met dans un service hospitalier et puis vous y restez, ou on attend qu'il y ait un grand problème, et là ça peut être un peu compliqué. On met en place des IA qui vont essayer de prédire à quel moment ça va vous arriver, et alors là on fait une alerte tout de suite pour que vous soyez pris en charge tout de suite. Donc dans ce cas-là, ça peut être tout à fait utile et ça peut servir. Alors l'IA, ça fournit des soins cliniques en dehors du système de santé formel. Donc là, j'ai parlé un petit peu de tout ce qui était validation, les marchés qui sont des marchés financiers, hein. C'est des gens qui ont envie de faire de l'argent, qui développent ce truc-là, c'est des startups avec des gens qui veulent les faire fructifier, qui veulent les revendre éventuellement. Pour un grand nombre, c'est extra-UE, donc vous oubliez le RGPD. Le RGPD vous protège, mais pas du tout si ça sort de l'UE, ça c'est absolument... c'est une erreur de penser que c'est protégé quoi que ce soit. Et puis vous avez un certain nombre de choses qui risquent... je faisais allusion tout à l'heure à tout ce qui est le domaine de la psychiatrie, et en particulier la schizophrénie, avec les modulations de la voix, les modulations de la conversation téléphonique. On peut imaginer ça peut être très bien, hein, si des patients ont besoin de ça sur leur téléphone, on peut leur proposer de suivre leur conversation téléphonique. C'est quand même un peu intrusif, hein, d'une certaine façon. C'est pas si dans ça dire à quelqu'un, on va écouter tout ce que vous racontez sur votre téléphone pour savoir si vous êtes en train d'amorcer une future crise qui doit conduire à l'hôpital pour vous faire soigner pendant quelques temps. Et puis c'est quand même de la biosurveillance, hein. C'est de la surveillance pour l'ensemble, non seulement des patients, mais pour notre ensemble à tous. On est tous des patients jusqu'au moment où quelque chose se révèle un peu négatif. On peut imaginer que toutes nos données sont agglomérées, agglutinées, et ça c'est de la biosurveillance qui peut servir pour l'état de l'humanité. Des domaines qui sont assez intéressants, il y a pour l'allocation des ressources médicales rares, le score SOFA pour, je pense pour un certain nombre d'entre vous, ça parle vraiment. C'est l'allocation des ressources rares, en particulier dans les services de médecine d'urgence. Alors il y a des procédures qui permettent de savoir comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire d'un moment à l'autre, et on a rajouté là-dessus de l'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer les choses. Ça permet de fluidifier un peu les conclusions des systèmes et d'arriver plus vite à des résultats. Donc ça peut servir. On travaille aussi beaucoup sur la reconnaissance de la parole, et pas simplement pour faire de la traduction, parce qu'on aimerait bien pouvoir remplir automatiquement des dossiers, remplir automatiquement des documents, donner des résultats d'analyse, et que le système prenne ça, éventuellement améliore un peu votre phrasé, la complexité de votre discours, mette ça sous une forme qui soit bien claire, bien compréhensible. Et ça, c'est la partie génération de texte automatique. Donc, vous pouvez imaginer que l'IA, ça vous sert à ça, et que ça c'est aussi faire ça. Je ne vous donne pas d'année, je ne sais pas à quel moment ça pourra faire ça. Ni si ça le fera un jour, mais il y a un certain nombre de choses qui, à mon avis, sont faites.
l'accès des soins de qualité dans les régions sous-dotées en personnel médical. Vous voyez qu'on fait des grands pas dans toutes les directions. Alors, est-ce que ça peut servir? Ça sert, par exemple, en particulier en Afrique, pour les thérapies antirétrovirales, où effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont faites avec l'IA sur toutes les données pour essayer de détecter les apparitions des résistances aux antibiotiques. Donc ça, c'est bien. Ça sert pour détecter, je vous ai dit tout à l'heure que les IA pouvaient apprendre, mais elles pouvaient aussi trouver un certain nombre de patients qui ont des caractéristiques particulières pour identifier les groupes vulnérables. Ça propose des aides au diagnostic. Bon, il y a des systèmes qui peuvent faire ça. Oui. En particulier Carin, donc, qui faisait un dépistage de la rétinopathie diabétique. Il y a un risque, et là c'est un vrai risque d'éthique, c'est un risque d'automation. C'est un risque qui va être lié à la décision. D'accord, vous allez avoir des résultats qui viennent de l'IA. Si pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans, vous avez toujours été d'accord avec l'IA, au bout d'un moment, vous ne poserez même plus la question. Elle vous proposera quelque chose et vous direz oui. Et ça, c'est un risque d'automatisation qui est quelque chose dont il faut tenir compte. Il faut presque s'entraîner à ne pas accepter d'entrée de jeu tous les résultats de l'IA. Et il faut les critiquer à chaque fois. Et puis, il y a une obsolescence des systèmes. L'IA, ça demande des ressources en matière d'informatique. Et ça veut dire que les ressources en matière d'informatique, c'est 3 ans. En gros, il faut les changer tous les 3 ans. Donc peut-être que nous, en Europe, on peut changer les ressources informatiques tous les 3 ans, quoique j'ai un peu des doutes de temps en temps. Mais si vous allez effectivement en Afrique, en Amérique du Sud ou autre, ils ne peuvent pas changer leurs ressources informatiques tous les 3 ans, donc ça va être vraiment un problème de ce point de vue-là. Et la diffusion sera pas tout le temps. Les applications d'IA un peu plus étranges auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé dans le domaine de la santé. Depuis très longtemps, on a tous dans la tête l'idée de la communication avec les personnes qui ont des syndromes infirmiers. Les petits syndromes, comment arriver à les faire communiquer. Et donc les premiers systèmes, à ma connaissance, c'était le mouvement de la paupière, parce que c'est le seul muscle qui reste le plus tard possible actif. Donc on peut faire des oui, des non, éventuellement dicter un texte comme le scaphandre et le papillon, mais il n'a fait que ce bouquin, parce que c'est un énorme travail à faire, c'est vraiment épuisant. Et c'est pas facile, on ne communique pas vraiment avec ce système. Donc il y a progressivement des systèmes qui sont mis en place. Alors on a essayé de décoder des lettres. Vous avez peut-être vu des écrans qui clignotent dans tous les sens, on essaie de voir la réponse du cerveau quand il y a un clignotement qui correspond à la lettre, qui est celle à laquelle vous pensez. Donc ça, c'est un autre système. Mais pour l'avoir pratiqué, je peux vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez un mal de tête épouvantable et que vous n'avez pas envie vraiment de continuer avec ce genre de système. Donc on a évolué un petit peu, et puis on sait faire des implants cérébraux maintenant, des électrodes comme sur la tête. Alors les électrodes seront corticales ou carrément implantées, on sait plusieurs possibilités. Et l'idée, ça a été de se dire, si on implante ces électrodes dans le cortex moteur, est-ce qu'on est capable de décoder avec de l'intelligence artificielle les mouvements de la main quand on imagine qu'on est en train d'écrire? Et en fait, ça marche super bien. Donc, on ne peut pas avoir un système qui soit le même pour tout le monde, parce que probablement qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon pour écrire des lettres. Mais une fois que le système a appris à reconnaître votre façon d'écrire des lettres, on peut écrire de cette façon à peu près la moitié de la vitesse d'un texto sur un téléphone. Bon, je pense qu'on est plus ou moins doué. Quand je vois les jeunes taper des textos, ils vont beaucoup plus vite que moi. D'abord parce que j'ai des gros doigts et qu'une fois sur deux, je tape sur 2 touches à la fois. Mais eux, ils vont vite. Mais là, ça permet d'avoir un système où on est à peu près à 40 lettres à la minute. Donc on a presque un texte fluide. Et ce texte fluide, vous pouvez même l'envoyer sur un avatar qui lui va parler. Donc vous êtes capable d'aller assez loin dans le système actuel. Et donc on peut même développer des alphabets un peu simplifiés pour arriver à écrire. Les prothèses, les prothèses de la main, c'est assez compliqué parce que finalement, toute l'appréhension, la fermeture des doigts, le fait qu'on appuie plus ou moins fort et qu'on veut tourner, ça fait appel à beaucoup d'informations au niveau du cortex moteur. Donc piloter tout ça, tous les mouvements, c'est complexe. Mais si vous avez une prothèse assez moche, je reconnais, vous avez le droit de dire qu'elle est très moche, avec un œil au-dessus, cette prothèse va savoir ce que vous voulez faire et donc elle va faire toute seule toute une série de choses. Vous voulez attraper un verre, vous dirigez vers le verre, vous n'avez pas besoin de lui dire de serrer, de contrôler l'écran pour casser votre verre,
qui ne tombe pas par terre, la prothèse va le faire toute seule. Ça va être appris par la prothèse et ça va se faire au cours du temps. Donc c'est des applications de l'intelligence artificielle qui sont un petit peu en dehors de la médecine de diagnostic, de la médecine de soins, mais qui sont quand même très utiles et très intéressantes, et ça je pense que ça va évoluer très vite. Les enjeux éthiques, il y en a plein. L'autonomie et l'aide à la décision médicale. Donc ça, il y a comme outil d'aide à la décision. Probablement, et c'est même pas probable, c'est même sûr, il va y avoir une évolution du métier. On est obligé d'y penser un peu d'une certaine façon. Il faut parler un peu de la prédiction, de la prévention, il faut parler de la responsabilité, de la transparence. Qui est-ce qui va être responsable dans le cas d'erreur? En particulier si vous avez des IA qui sont capables d'apprendre au cours du temps. Alors là, c'est peut-être pas l'ingénieur dans son coin ou la start-up qui a fait le système IA qui est responsable, c'est peut-être les données que vous avez ajoutées, et vous n'êtes peut-être même pas capable de savoir pourquoi les données que vous avez ajoutées conduisent à un résultat qui éventuellement vous entraîne dans une erreur médicale. La confidentialité et la protection des données, ça c'est vrai. Il faut absolument avoir ces données massives et il faut avoir des droits de recours. Et il faut que ces droits de recours soient effectifs. Ce qui n'est pas le cas partout. Ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple en Irlande, vous savez qu'il y a quand même une grande série de très grandes entreprises informatiques en Irlande, Facebook, Google et compagnie. Et les Irlandais ne mettent pas une énergie folle à traiter les données et les plaintes des gens qui ont trouvé que leurs données ne respectaient pas le RGPD. Un personnel équivalent entre le Portugal et l'Irlande, le Portugal arrive à traiter assez facilement 50% des données, des plaintes, en gros. En Irlande, c'est 2%. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Donc ça, c'est vraiment pas si simple que ça. Donc il y a un impact sur la relation patient-médecin et puis sur la dimension humaine des soins. C'est probable qu'en gros, dans votre cabinet, vous invitez quelqu'un d'autre qui est votre IA, qui va aider à faire ça. Est-ce que c'est très critique? Après tout, quand vous êtes médecin, vous savez de tout un tas de données qui viennent d'appareils que vous ne maîtrisez pas forcément non plus d'un point de vue technique, hein, mais vous les utilisez parce que ça vous aide et que globalement ça marche assez bien. Donc je ne suis pas sûr que ce soit si catastrophique que ça. Et puis, il y a le problème de la fracture numérique. Et ça, c'est un problème qu'on va voir et qui est quand même assez important. Donc, pour le médecin, comment est-ce qu'on accepte cette proposition d'IA? Elle peut produire des résultats qui sont très fiables. Ça, c'est pas trop un problème. On arrive à faire des IA qui sont très fiables. Mais on ne sait pas expliquer le cheminement de cette IA. Vous vous rappelez du chat tout à l'heure? À un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte. Et c'est le problème de la boîte noire. En gros, vous avez des données entrées, vous avez des données de sortie, et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez ces données de sortie. Est-ce que c'est grave dans le cas d'une analyse d'image? J'ai un peu tendance à dire non. Bon, on va quand même arriver à se mettre à plusieurs autour d'une table, et on arrive peut-être à comprendre, ou au moins à donner différents points de vue et à faire quelque chose. Mais dans d'autres domaines, si vous imaginez qu'une IA est capable de vous donner un traitement pour une maladie pour laquelle les traitements qu'on connaît mettent du temps, ou qu'un système de protection vis-à-vis des maladies qui risquent d'arriver au bout d'un certain temps, c'est pas évident parce que vous n'avez pas de moyen de le contrôler tout de suite. Donc vous faites confiance et vous donnez le traitement en question, ou vous dites, finalement j'en sais rien, je n'utilise pas le résultat de cette IA parce que ça ne correspond pas à ma vision à l'instant T des choses. Et donc ça c'est assez complexe et ça rejoint la médecine de la preuve. Vous savez que aujourd'hui, c'est bien évident, quand on veut servir d'un médicament, il faut qu'il ait fait ses preuves. Donc on va faire une étude de phase 1, phase 2, phase 3, la phase 4, et puis on va vérifier qu'il est bien efficace, qu'il n'y a pas d'effet secondaire important, et ainsi de suite. Dans le cadre de l'IA, et surtout de l'IA évolutive, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Dans le cadre de l'IA qui est liée à la médecine de précision individuelle, alors là, je ne sais absolument pas comment on peut arriver à régler ce problème. Donc là, il y a les données d'apprentissage, on a vu que c'était un élément majeur. Il ne faut pas perdre de vue que comme c'est essentiellement développé par des Californiens et des Européens, il y a une certaine tendance dans les bases de données à avoir plutôt des Blancs d'Amérique du Nord. Et ça, c'est pas quand même vraiment l'idéal, parce que c'est pas sûr que ça soit valide pour tout le monde. Et on est même sûr d'ailleurs que c'est pas valide pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut des bases de données internationales pour arriver à faire les choses.
Donc échanger les données entre tous les pays. Et c'est comme ça que ça va marcher s'il faut vraiment avoir beaucoup de données. Et ça veut dire qu'il faut les protéger, ces données aussi. Alors que tout un tas de pays n'ont pas trop de protection. Donc on a vu le problème de l'IA évolutive. C'est plus performant, mais la notion de responsabilité, on ne sait plus comment la gérer vraiment. Et puis cette décision humaine, si elle est mauvaise, si vous avez vraiment... vous êtes allé contre l'IA, il faut que vous soyez capable de justifier pourquoi vous avez fait ça. Ça ne va pas être forcément tout à fait évident, surtout dans des pathologies complexes. Il faut informer vos patients, et l'information des patients, je ne sais pas trop comment ils vont réagir quand vous allez leur dire finalement, le diagnostic de votre maladie, on l'a fait avec une intelligence artificielle. Peut-être qu'ils vont dire, oh, c'est bien, vous avez utilisé un outil qui vous a aidé à faire ça, donc c'est bien, si vous êtes d'accord avec les résultats, parfait, on continue. Peut-être qu'ils vont se dire, c'est quand même un peu bizarre, parce que moi je suis venu voir mon médecin, je ne suis pas venu voir une intelligence artificielle, et j'aimerais bien quand même que ce soit plutôt le médecin qui décide. Donc la notion de perte de contrôle, de pouvoir, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte et essayer d'analyser. Et vous allez vous retrouver en tant que médecin, par exemple, dans la même situation que pour la génétique, où on développe les conseillers en génétique, parce que c'est un métier d'être conseiller en génétique, c'est pas quelque chose qui vous fait facilement à côté de son travail de médecin, c'est un truc en plus. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, vous ayez aussi dans votre cabinet un conseiller en intelligence artificielle, alors je ne sais pas comment il s'appellera, auquel vous puissiez faire appel de temps en temps pour essayer de comprendre pourquoi là vous avez un résultat qui vous semble quand même très étrange. Et peut-être que lui ou elle pourra vous aider à essayer de comprendre un peu ça. Donc là, une réflexion à avoir aussi dans ce domaine. Et si vous n'êtes pas d'accord, traditionnellement, quand vous n'êtes pas d'accord avec un collègue, vous en discutez. Et puis vous essayez d'apporter des arguments, de regarder de nouveau les résultats, de faire une seule chose. Avec une IA, si vous n'êtes pas d'accord avec l'IA, vous lui remettez les mêmes données, pour donner le même résultat, mais elle ne vous dit toujours pas comment elle s'écrit pour tout sortir sur le résultat. Donc la notion de dialogue, qui est plus singulier, mais le dialogue tripartite avec les IA, pour l'instant, tant qu'on n'est pas capable d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces fameuses couches que je vous ai montrées tout à l'heure, et pourquoi ces espèces de dessins auxquels on ne comprend rien sont intervenus dans le diagnostic, vous êtes un peu coincé, vous êtes vraiment dans une mauvaise situation. Et puis, du coup, on ne sait pas qui a raison. Et pour les applications à long terme, pour le traitement des pathologies, on est un peu démunis. Pour l'instant, on est perdu, on ne sait pas comment faire. Un autre problème, qui est le risque du bruit. Je vous ai parlé tout à l'heure du bruit, vous avez vu sur les images, le scanner du cerveau, c'était assez évident, à peu près n'importe quel radiologue arrivait à les analyser, compresser le bruit, trouver ce qui était anormal dedans. Les logiciels sont ou dits des logiciels propriétaires, par exemple IBM vend des intelligences artificielles, vous ne savez pas comment ça marche à l'intérieur. C'est du logiciel propriétaire. Vous avez des logiciels qui sont open source. Vous pouvez, si ça vous intéresse, aller regarder le code, savoir comment ça marche. Je ne dis pas que ça va vous faciliter la vie d'aller regarder le code informatique d'une intelligence artificielle. Mais ça peut se faire et les gens qui ont la compétence peuvent aller regarder dedans ce qui se passe. Mais les gens qui ont la compétence, ils peuvent aussi vous tendre un sacré piège, c'est de rajouter du bruit. Tout à l'heure, je vous dis que le bruit, on arrive à l'accommoder assez facilement en tant qu'être humain. Là, je vous ai montré un exemple, c'est un exemple sur une rétine, de rétinopathie. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous avez l'image originale, on vous propose un certain résultat, vous voyez que la confiance est presque de 100%, donc vous êtes assez confiant dans le résultat. Et puis il y a un petit malin qui vous a rajouté du bruit sur l'image. L'image que vous voyez à côté à droite ici, c'est la même qu'à gauche avec du bruit. Je vous défie de voir la différence. Vous n'allez jamais trouver quelle est la différence entre ces deux images. Mais vous avez changé complètement le résultat du diagnostic et vous l'avez inversé. Ça, c'est parce que ce logiciel, c'est du logiciel open source. Et je vais vous dire quelque chose de terrible, les gens qui font ces systèmes peuvent fabriquer un bruit spécial pour le logiciel que vous utilisez pour changer le résultat. Donc ça veut dire combien vous avez le choix entre... Vous ne savez pas comment ça marche, et c'est assez difficile de rajouter du bruit pour ça vous donner un résultat. Vous êtes capable de savoir vraiment comment ça marche, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui a changé, en rajoutant quelque chose, le résultat.
le résultat est de façon dramatique. Donc c'est quand même compliqué. Si n'importe lequel d'entre nous, j'imagine, ne ferait pas ça pour ses patients, on n'a pas vraiment idée à faire ça, dans des domaines qui sont un peu connexes, cette idée de rajouter du bruit pour changer le résultat est quelque chose qui peut être une manipulation à visée un peu destructive, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais ça peut être fait pour perturber les résultats et les inverser. Une évolution des métiers qui fait aussi partie de notre questionnement éthique, parce que s'il y a des choses qui évoluent, qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons autour de nous? C'est un peu différent de ce qui s'est passé avant. Il y a déjà eu une évolution il y a un certain nombre d'années, en particulier concernant les robots que vous voyez dans les usines. Donc, il y a un robot qui construit une voiture, il n'y a pratiquement plus personne qui fabrique une voiture. C'était assez orienté industriel, c'était assez orienté travail manuel, et on a remplacé tout ça par des robots qui font ça. Quand c'était de la réflexion intellectuelle, c'était moins évident. On n'a pas mis trop de robots dans tout ça. L'intelligence artificielle étend un peu ce domaine, et en fait va commencer à grignoter des parts de travail d'un certain nombre de personnes qui ont une activité intellectuelle, plus du tout une activité manuelle. Et en particulier des activités intellectuelles qui sont un peu répétitives et reproductives. Parce que ça, l'IA, c'est très bien fait. Donc il y a probablement quelque chose qui va changer de ce côté-là. Donc si vous vous adaptez, je dirais que ça devrait aller. Pour ceux qui sont dans le mouvement du développement des intelligences artificielles, ça devrait aller aussi, parce qu'ils vont avoir du boulot. Ça va être des boulots un peu différents, mais ils vont avoir du boulot et tout. Et je pense que pour un certain nombre, ça va être un peu compliqué et que probablement il y aura des changements un petit peu. Alors j'ai trouvé 2 documents qui donnent un peu les pourcentages d'heures supprimées dans votre travail par une intelligence artificielle en fonction de quelques métiers. Hein. Par exemple, tout ce qui est préparation de manipulateurs, on peut imaginer qu'ils vont carrément perdre la moitié en gros de leur temps d'activité qui sera pris par l'IA. Bon, on ne va pas regarder tout ça en détail. On peut regarder aussi, alors complètement à droite, les applications les plus importantes dans les 5 à 10 années qui viennent. Donc c'est pas un horizon très lointain, hein, c'est des horizons auxquels vous jugez aujourd'hui. Hein. La décision clinique, c'est ce qui va arriver en premier probablement. Tout ce qui est le diagnostic autour de l'imagerie en règle générale, ou l'utilisation des images, tout ce qui est self-care, c'est-à-dire l'information qu'on trouve par soi-même et qu'on peut utiliser d'une façon ou d'une autre, et la prévention. Et puis tout ce qui va être ce qu'on appelle l'orientation et le diagnostic, et puis ensuite tout ce qui est le management opérationnel. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On a beaucoup parlé là ce soir d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Il y a un angle que j'ai mis un peu de côté, c'est l'intelligence artificielle dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise. Et les hôpitaux, d'une certaine façon, ça fonctionne comme une entreprise. Loin de moi l'idée de dire qu'un hôpital, ça doit faire du bénéfice. J'ai entendu ça une fois ou deux. Non. Ça doit utiliser le mieux possible les ressources qui sont allouées, éventuellement les augmenter pour faire le travail qui doit être fait le mieux possible. Donc je pense qu'effectivement, au niveau de tous ces métiers, il va y avoir quand même des grandes évolutions. Alors dans le métier de la radiologie, ça a vraiment démarré. Et les premiers qui se sont inquiétés, c'était les radiologues. Et ils ont bien avancé parce qu'ils se sont dit, bon voilà, notre métier va changer, il va évoluer, comment est-ce qu'il faut qu'on s'y prenne? Il y a probablement des choses qu'on ne fera plus. Et donc il y a des choses qui sont en cours d'évolution. Pour le screening de base, il n'est peut-être pas du tout nécessaire que dans les 10 ans qui viennent, on ait encore besoin de radiologues. Mais on aura besoin d'experts en radiologie. Ce qui veut dire que c'est plus la peine de former des radiologues. La phrase qui était sur la première diapo, à mon avis, ça c'est une erreur. On va avoir besoin de radiologues, peut-être de plus en plus performants et peut-être pas utilisés pour faire des tâches de routine. Ça va être un peu un glissement du métier vers quelque chose de plus pointu. En cardiologie, l'intelligence artificielle, ça marche super bien. L'analyse des CG avec de l'IA, c'est un truc qui est super efficace, qui marche bien, qui détecte énormément de choses. Et surtout qui vous permet de traiter des enregistrements sur des hautes terres. Quand vous avez 48 heures d'enregistrement et qu'il faut que vous tapez ça à la main et faire défiler des pages, c'est quand même un travail un peu fastidieux. Là, le système va déjà vous repérer automatiquement tout ce qu'il faut et vous allez après pouvoir faire quelque chose. Et puis en médecine virtuelle, hein, donc les assistants médicaux, c'est-à-dire que dans votre bureau,
innovations, par exemple Santocheck ou LDIA ou des choses comme ça. C'est des systèmes qui permettent à des kidam quelconques de faire un pré-diagnostic chez eux et qui sont développés par des médecins. Donc ça, c'est vraiment quand même déjà un niveau d'analyse et d'IA qui est assez élevé et qui va proposer un certain nombre de choses. Si vous demandez à ChatGPT, vous lui dites que vous avez mal à la tête, il va vous répondre que lui, il n'est pas fait pour faire des diagnostics et qu'il ne vous donnera pas de réponse. Donc ça, c'est déjà très bien. Ces systèmes vous donnent des réponses et vous guident un petit peu dans le chemin de réflexion pour détecter la pathologie. Et puis je me dis qu'après tout, et ça c'est une réflexion qu'un certain nombre de personnes ont fait, les médecins étaient très care à une époque. Ils utilisaient beaucoup du soin dans la relation de l'autre. Et progressivement, la médecine est devenue très technique. Donc il y a une grosse partie technique maintenant dans le diagnostic médical. Et je vais peut-être vous faire sauter, mais on a vu des médecins disparaître un peu derrière leur écran d'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, le patient est devenu un objet. Et ça, c'est quand même un peu embêtant. Parce que je pense que la médecine, fondamentalement, c'est quand même une relation avec le patient qu'on a en face de soi. Et je dis qu'à la limite, ce système, peut-être ça peut redonner un peu de temps au médecin pour faciliter un peu la discussion avec son patient et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser dans ce sens-là. Je pense que ce serait très dommage de l'utiliser pour faire passer plus de patients à l'heure, mais consacrer plus de temps à l'échange et au tiers, ce serait une très bonne chose. Bon, les labos d'analyse médicale, c'est évident qu'ils sont complètement là-dedans, il n'y a aucun problème, ça va démarrer. Quelques points aussi qui sont encore des points éthiques, l'histoire de confidentialité des données. Je vous dis que c'était pas si simple que ça. On dit bon, on est bien protégé par le RGPD, oui c'est vrai. Dans notre CPP, on voit beaucoup de dossiers de traitement de médicaments qui sont internationaux, et là, on vous fait signer un consentement comme quoi vous êtes d'accord pour que vos données partent dans des pays où on ne peut pas trop vous dire si ça va être vraiment protégé. On va essayer de faire au mieux, voilà, ça sera ça. Et bon, on n'a pas d'autre solution. On parle beaucoup d'anonymisation. On dit voilà, quand on a des données anonymes, on est tranquille. Les données anonymes, c'est bien, mais quand on veut suivre des évolutions d'une pathologie, on ne peut pas les anonymiser, au moins dans le temps d'étude. À la fin, on peut tout anonymiser. Mais pendant cette phase initiale, on ne peut pas. Parce qu'il faut qu'on ait un lien avec le patient. Donc là, on a tout coincé. On est obligé de conserver nos données du patient. On peut réassembler des fragments de données. C'est ce qu'on fait de façon très courante dans les analyses des grosses bases de données. Moi, je suis aussi à l'INCA, au comité de la recherche de l'INCA, où l'agrégation de données, c'est quelque chose qui est fait tous les jours pour travailler sur des groupes de patients où là, il n'y a plus aucun moyen. C'est des données agrégées, donc il ne faut pas retrouver les patients. Mais du coup, si elles sont vraiment anonymisées, comment est-ce que vous faites pour contrôler vos données? Vous n'avez plus aucun moyen de les contrôler puisqu'on ne peut pas vous retrouver. Bon, ce n'est pas très grave, à la limite, s'il n'y a pas d'autres informations. Sauf que de temps en temps, on peut quand même. Donc on a besoin pour l'IA de ces données, d'une façon ou d'une autre, et je vous ai dit qu'il fallait des données très massives et très larges, et si possible internationales, c'est encore mieux, quand c'est possible, avec des outils qui sont assez imparfaits. L'internalisation des données, ça c'est vrai. Les données sont internationales, c'est pas très facile. Les recours, bon, le RGPD, ça marche bien, mais pas partout. Les transferts ont lieu. L'UE a mis en place des clauses contractuelles qui sont assez bien définies, donc ça protège un peu. Mais il y a quand même un mais quelque part, c'est quand vous êtes dans un pays, en particulier je pense au pays en voie de développement, vous allez vous retourner vers qui? En France, on a une adresse. Il y a ce qui s'appelle l'IDPO, et puis il y a la CNIL. Donc on peut se retourner vers quelqu'un, et voilà, on peut déposer une plainte. Si vous êtes dans toute une série de pays ailleurs dans le monde, bah, vous avez personne qui s'occupe de ça. Donc c'est bien, on vous dit vos données sont protégées, mais en fait, vous ne pouvez pas vous retrouver si vous avez trouvé une mauvaise utilisation de vos données. Et donc on a évoqué la biosurveillance, la collecte quasi constante de données à travers tous les appareils, les montres connectées, les trucs, les machins qu'on utilise éventuellement, peut-être pas nous, mais on utilise des données classiques, hein, ça c'est évident. Mais si on est en Chine, on utilise d'autres données. Les données du visage, par exemple. On peut détecter toute une série de choses en analysant les visages. Donc on va retrouver des choses comme ça, qui ne sont pas des données de santé a priori, mais qui agglomérées à des tas d'autres données deviennent très très intéressantes, avec des utilisations
qui peuvent être non sanitaires au niveau des États, des entreprises, typiquement en Chine, donc c'est pas impossible que l'État utilise un certain nombre de données. On revient au consentement. Tout le monde dit les consentements, le consentement éclairé. Moi je veux bien, mais le consentement éclairé, j'y crois pas. Cette notion d'éclairage, ça me semble être un truc universitaire, mais c'est pas un truc pratique. C'est bien d'essayer de donner un maximum d'informations à un patient. Mais cette notion d'éclairage sur des techniques qui ne sont pas encore au point, je pense en particulier à la génomique. La génomique, aujourd'hui, on sait détecter à l'avance un certain nombre de pathologies. BRCA1, BRCA2, tout le monde connaît ces affaires-là. Donc on sait un peu ça. Mais je suis persuadé que dans 5 ans ou dans 10 ans, on va connaître des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus complexes. Et on va faire quoi? Est-ce que vous donnez un consentement éclairé sur le fait que les méthodes vont s'améliorer, que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on va revenir vous voir en vous prévenant que là on a trouvé que vous étiez susceptible d'avoir tel type de pathologie, qu'il fallait peut-être que vous fassiez quelque chose pour l'éviter ou pour éviter les conséquences néfastes. Donc ça, c'est pas évident que vous ayez la capacité d'imaginer ce qui peut arriver dans le futur. Et l'IA, typiquement, on est dans ce monde, dans un monde du futur, avec des tas de questions. Donc c'est des techniques qui ne sont pas encore développées. Et il faut être absolument confidentiel. Bon, et là, je vous ai mis 2 exemples. Hein. Et l'exemple le plus proche, en fait, non, c'est pas plus proche, parce qu'il y en a eu un lion directement de Smith avec des fuites de données, la PHP qui a perdu des données, qui ont été piratées. On ne pirate pas forcément des données pour savoir votre état à un moment donné, d'un point de vue pathologie, on les pirate pour d'autres raisons, pour avoir vos coordonnées personnelles, le remboursement, éventuellement votre numéro de compte en banque, des choses comme ça, c'est ça qui est intéressant, les gens qui piratent. Et puis aujourd'hui, pour bloquer les systèmes en référence à l'idée, bloquer les systèmes immédiats. Et vous voyez que Dinnerstein contre Google, il y avait des dossiers médicaux qui étaient anonymisés. Mais il y avait plein de trucs qui étaient écrits à la main. Les trucs qui étaient écrits à la main vous permettent de retrouver un certain nombre de personnes. Et ça, c'est assez facile. Et je ne vous dis pas en génomique, c'est super facile de retrouver les gens quand vous avez une analyse de génome assez complexe. Retrouver votre 3e ou 4e cousin, c'est super facile. On sait faire ça assez vite, parmi des millions de personnes. Parce que vous n'avez peut-être pas fait votre analyse de génome. Comment ça s'appelle, My Ancestry ou quelque chose dans le genre là, vous propose de mettre dans ces bases de données votre analyse de génome. Vous ne l'avez pas fait, mais peut-être que vous avez un cousin pour son anniversaire au Noël, on lui a fait le test pour faire ça, pour savoir comment étaient constitués ses ancêtres, s'ils étaient plutôt ceci, plutôt cela, et puis il a coché la case, je veux bien le génome complet et je vous le mets à disposition. Donc ça, maintenant, c'est à disposition, c'est dans la nature, donc ça, vous ne pourrez rien y faire. Donc, biosurveillance, on a vu ça. Maintenant, il faut réguler. Il faut réguler ces affaires d'éthique, et ça, c'est notre rôle, et c'est notre rôle de tous, d'une certaine façon, d'intervenir dans la régulation. Donc, le consentement du patient, il faut qu'il soit prévenu, il faut pas utiliser le neurones, ça me semble absolument nécessaire. La prise de décision éclairée par l'IA, oui. La prise de décision aujourd'hui par l'IA seule, on dit que non, tout le monde dit non. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur, mais tout le monde dit non. Il faut absolument conserver ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le classement probabiliste, parce que ça vous oblige, vous, à réfléchir aux résultats de l'IA d'un moment à un autre. Si on vous dit c'est 50, 51 et 49, vous allez dire, je ne suis pas franchement avancé avec ça, mais vous allez être obligé de réfléchir. Il faut suivre la sécurité de la performance des algorithmes, et ça, si c'est l'IA évolutive dans le temps, ça va être compliqué. On n'est pas vraiment armé contre ça. On n'a pas vraiment, sur les pathologies à longue distance temporelle, la sécurité, on est un peu démuni, on ne sait pas non plus comment on va contrôler cette affaire-là et comment on va pouvoir réaliser quelque chose. Les fameuses découvertes fortuites, on connaît bien ça dans le monde de la génétique, vous faites une découverte fortuite, normalement c'est votre patient qui est censé informer sa famille, là c'est l'IA qui va informer le patient, à travers vous, d'une certaine façon, et la même chose va se reproduire, avec une multiplicité énorme des découvertes fortuites. Parce que plus on va réaliser d'interactions au niveau des gènes, plus on va avoir de découvertes fortuites, et plus ça va être compliqué. Je me verrais très mal d'avoir un tableau Excel avec la probabilité, ma probabilité d'avoir toutes les maladies possibles et imaginables.
Au bout d'un moment, ça peut être un peu difficile à vivre quand même. Même si on dit, eh ben, pour éviter ça, je parlais faire du sport, tout le monde, c'est pas facile. La transparence, l'explicabilité et l'intelligibilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on essaye maintenant d'aller de plus en plus auprès des startups pour faire de l'éthique par design. Dans la conception même de l'intelligence artificielle, on va essayer d'imposer aux développeurs, donc aux geeks, vous imaginez, imposer quelque chose aux geeks, c'est pas très facile, mais d'écrire des logiciels qui intègrent un certain nombre de choses, d'utiliser des bases de données qui sont assez homogènes sur l'ensemble de la population. Donc c'est tout ça un peu difficile, on l'a vu tout à l'heure, les collectes de données et puis le problème de l'open source. Donc la garantie humaine, ça c'est quelque chose d'important. Le rôle des associations aussi est très très important dans ça, il faut. Et moi je le dis à travers un cas où les associations de patients sont très actives. Il faut que les patients apportent des questionnements, nous aident tous à imaginer des idées, des solutions pour régler un certain nombre de problèmes. Les agences de régulation, j'ai un peu tendance à dire aujourd'hui, elles font ce qu'elles peuvent, mais elles sont un peu débordées. Elles sont débordées par ces problèmes qui sont des problèmes qui évoluent à très grande vitesse et pour lesquels elles ne sont pas armées. Elles sont bien armées pour le médicament, ça n'y a rien à dire. Elles sont de mieux en mieux armées pour les dispositifs médicaux parce que ça existe depuis assez longtemps. Pour l'IA, ça c'est pas très évident. Et puis en médecine, bon, l'attribution des responsabilités, ça c'est déjà quelque chose qui est fait. Mais dans le droit, on s'oriente vers la responsabilité de l'entreprise. Comment associer la responsabilité du médecin à la responsabilité d'une entreprise? Et est-ce qu'on pourrait imaginer un régime juridique de responsabilité collective? Ça, ça n'existe pas encore, mais on peut se poser vraiment la question de savoir si à un moment donné, il ne faudrait pas aller dans cette direction. Bon, éviter tous les biais, ça c'est vrai. Les biais d'échantillonnage, j'en ai parlé tout à l'heure, en particulier les minorités, les gens qui ne sont pas dans les bases de données, qu'il va falloir à un moment ou à un autre intégrer. Est-ce qu'elle doit être utilisée ou pas? Après tout, c'est la question. On pourrait se dire, bon, finalement c'est bien, mais on n'est pas sûr que ça nous apporte de choses. Il y a une espèce de croyance dans la technologie, c'est assez en disant, bon, ça va marcher. Ça va marcher parce que c'est un truc qui est fait par des ingénieurs, et que c'est des gens à peu près sérieux, ce qui est vrai, mais ils ne sont pas toujours conscients non plus des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. D'un point de vue budgétaire, on peut se demander dans certaines situations si conserver un investissement avec du personnel, c'est pas aussi bien que de remplacer tout ça par une intelligence artificielle. C'est peut-être pas forcément une très bonne idée de mettre une IA à la place d'un certain nombre de personnel. Donc il y a des choses à faire dans ce équipage. Et les pays en voie de développement, ils n'ont pas forcément un contexte tout à fait adapté à ça. Et pourtant, ils représentent une grande partie de la population. Et puis derrière tout ça, il y a quand même des intérêts financiers. Quand probablement une partie des 500 signataires de la lettre qui souhaitaient un moratoire sur les développements et les recherches sur l'intelligence artificielle pendant 6 mois a été signée, je pense qu'il y en avait qui le pensaient vraiment, qu'il fallait se poser des questions. Il y en a d'autres, c'était franchement pour des affaires financières, des affaires capitalistes, des affaires de rattrapage au retard. Bon, je ne citerai pas le nom, mais vous voyez à qui je fais allusion. Il y avait quand même des choses qui ne relèvent pas du tout de l'éthique de cette affaire. Les intérêts financiers sont essentiels. Je vous ai évoqué la fracture numérique. La France, il y a 14 millions de personnes qui souffrent. Alors on appelle ça l'électronisme. Et la plupart du temps, ce n'est pas les très jeunes qui souffrent de ça. Ce n'est pas la population intermédiaire, c'est plutôt la population un peu âgée. Et c'est plutôt eux pour lesquels il faut consacrer du temps pour le clair, pour la discussion, pour tout ça. Et si on leur propose des téléphones portables, des ordinateurs et des robots pour répondre à leurs questionnements, eh bien ça ne va pas vraiment marcher. Donc il y a des populations qu'il faut couper, ou tout au moins pour lesquelles il faut garder des systèmes qui sont comme ça. Donc l'allocation, la priorisation des ressources, ben, ça c'est un coût supplémentaire, c'est un service égal, il faut changer le port, ça c'est vraiment difficile. Et puis alors quelque chose qui passe la plupart du temps sous les radars, c'est l'IA et le changement climatique.
ChatGPT, pour Sonia. Un apprentissage de ChatGPT, c'est-à-dire la base de données, vous faites tourner le système pour faire un apprentissage. Ça ne veut pas dire que ce soit le bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas augmenter les données dedans d'un moment ou un autre. C'est 70 000 km, c'est un trajet de 70 000 km effectué à partir d'un véhicule à essence. C'est la même quantité de CO2 que 126 foyers d'un mois. Alors j'ai trouvé ça. Vous imaginez un peu, parce que les gens qui développent ces trucs, ils ne font pas un apprentissage, ils vont faire énormément d'apprentissage. Ils vont faire tourner en modifiant les paramètres, en modifiant ceci, en modifiant cela. Donc ça consomme une énergie énorme, et c'est pour ça que pour l'instant, on essaye de mettre les ordinateurs dans des pays verts, des pays qui ont beaucoup de ressources hydrauliques. En disant au moins là, bon, on n'utilise pas du charbon. En Chine, ils utilisent du charbon, hein. Ils ont un peu de ressources hydrauliques, mais ils n'ont pas que ça. Donc là, il y a un coût écologique qui est très très important. Qui est très important parce que les demandes en calcul sont énormes, et du coup, les ordinateurs, on les met au fond de la mer. Puisque normalement, il faut les refroidir, et là, on les met dans des boîtes au fond de la mer. Et en fait, on fait chauffer quand même la mer aussi avec ça. C'est un détournement un peu du problème en essayant d'éjecter un peu tout ça. Je ne parle pas du cloud, et si vous regardez des vidéos sur Internet, c'est une catastrophe. Acheter des CD, des DVD, c'est bien mieux, c'est en plastique, d'accord, mais une fois que vous avez votre CD, vous pouvez l'écouter autant de fois que chez vous. Vous voulez chez vous, 10 heures, c'est une catastrophe d'un point de vue écologique. Mais on utilise tout ça. Voilà, donc l'intelligence artificielle, il y a aussi un problème de ce côté-là qu'il va falloir régler, et je vous garantis que les ordinateurs quantiques, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On a encore tout le temps le monde de l'entreprise, qui est le monde qui va avec, où l'intelligence artificielle est déjà en place. Vous voyez, quand même, il y a 2600 startups en 2023, ce qui est énorme. Dans tous les domaines confondus, l'IA, non pas sur le domaine de la santé, mais c'est beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui évolue très vite à la même vitesse que la courbe que je vous ai montré au niveau des publications. Et puis, alors, il y a tout ce qui est opération d'influence et communication dans les entreprises, parce que c'est bien de dire qu'on a développé un truc avec de l'intelligence artificielle. C'est comme quand vous changez votre machine à laver, on vous dit là-dessus, le programmateur mécanique, on a mis un ordinateur dedans, nous l'avons 300 € de plus, et l'ordinateur coûte 100 fois moins cher que le programmateur mécanique qui était dedans. C'est juste pour vous faire payer plus. Et puis donc, il y a besoin d'un accompagnement spécifique et juridique sur tous ces enjeux. Ils sont vraiment énormes, mais ils sont très très vastes. Et en particulier l'emploi. Comment on va faire avec les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec cette histoire du numérique. Ceux qui sont dedans, pas de problème, ils vont s'en sortir. Les autres, c'est vraiment très difficile. Ces tâches répétitives, donc les destructions. Là, il y a plein de discussions sur le DOE, effectivement, on va détruire des emplois, mais on va en créer d'autres. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, il faut trouver la façon de former les gens. Et puis, les pays qui sont bien développés, c'est eux qui vont un peu capter les bénéfices de tout ça. Et ça, éthiquement, ça pose aussi des questions quand même. C'est bien joli, il y a des piliers, tout un tas de pays en réserve minière. Je pense à des réserves minières, mais là, c'est pas des réserves minières, c'est aussi un peu du fond du pillage. On peut donc, je pense, tous ensemble essayer de construire des approches un peu éthiques. Ça veut dire qu'il faut quand même, vous allez me dire, vraiment nous embête à comprendre et se former un peu, comprendre comment ça marche un peu l'IA. Je ne vous demande absolument pas d'essayer d'aller très très profondément dans la façon dont les algorithmes fonctionnent, de lire OpenAI comme livre de chevet le soir, hein, c'est pas du tout le but. Comprendre un peu comment ça marche, là on a fait un tout petit tour d'horizon tout à l'heure, donc ça permet de faire émerger les questions et de voir pourquoi il y a des questions à certains moments et à certains moments. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait un échange entre nous tous. Il ne faut absolument pas, d'un point de vue éthique et d'évolution, travailler chacun dans son silo. C'est une erreur. Il faut vraiment travailler ensemble, se poser des questions ensemble. Ne jamais avoir la moindre inhibition en disant mais ça c'est une question un peu idiote que je suis en train de me poser. Non, non, il faut les poser les questions. Il faut travailler ensemble pour y réfléchir ensemble. Et ça je peux vous dire qu'au niveau du CCNE, entre mes collègues philosophes, juristes, économistes et autres,
ça nous arrive régulièrement de poser des questions idiotes mais très intéressantes à discuter entre nous, et ça c'est très bien, et il faut le faire. Est-ce qu'il faut développer des mécanismes de gouvernance globale? Et que ça c'est pas du tout évident. Mais dans la mesure où les données circulent dans tous les sens, dans la mesure où on peut utiliser des logiciels qui sont faits à l'autre bout du monde, que ça touche des populations qui sont un peu réparties sur la planète, comment est-ce qu'on va gérer ça? Ça, c'est pas franchement évident non plus. La conception éthique et transparente des algorithmes, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'éthique by design. Il faut absolument faire des évaluations d'impact. Ça, l'impact, c'est comment c'est partagé, quel est le coût, quel est tout ça. Et puis, participer, ça va être presque ma conclusion, participer à tout ce qui existe autour de ces réflexions. Donc dans les CPP, on a des réflexions de temps en temps sur l'utilisation des données qui circulent sur la planète, des choses comme ça. Vous avez plein de structures un peu ad hoc, des civitans, des choses comme ça. Et puis vous avez des choses sur lesquelles je vais deux diapos, puis après on va terminer. Et puis il serait probablement assez intéressant de développer un peu des programmes de recherche. C'est mon côté chercheur, puis ce serait bien d'essayer de regarder ça d'un peu plus près et de voir ce que ça donne. Alors en France, à travers l'Europe, on a la chance d'avoir la délégation numérique en santé qui a mis en place un certain nombre de spots de réflexion dans tout un tas de domaines. La filière de la e-santé, les bénéfices de la santé, la formation, des choses comme ça. Donc ça, c'est des groupes de travail pour lesquels il y a une demande de participation. Donc je vous encourage, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, écrivez un truc, envoyez-le. C'est des groupes qui sont ouverts à toutes les discussions. Vous dites, ça ne semble rien. Très bizarre. Envoyez des questions. Et je ne dis pas qu'ils vont vous donner de réponse, mais ils vont intégrer ça un peu dans leur réflexion. Et ça, c'est très intéressant à faire. Et vous voyez, ça va de la facture numérique, au médico-social, à les infirmières, etc. Et des formations. Et vous avez, à travers cette délégation numérique en santé, des retombées qui existent déjà. Et des retombées qui sont accessibles à tous, vous pouvez donc lire. Il y a des films d'animation sur l'intelligence artificielle de la santé. Donc finalement, de temps en temps, c'est pas mal de regarder un film d'animation, parce que généralement c'est assez compact comme format, c'est assez facile à suivre, et donc c'est pas mal pour de la santé. Vous avez un guide des bonnes pratiques concernant l'éthique by design, les fameuses journées régionales d'éthique, et il y en a une à Lyon il y a un an, je ne sais plus exactement. Donc, participer aussi à ça, intéressez-vous à tout ça, et puis surtout, posez vos questions, donnez votre avis, et participez avec tout le monde. L'UE a fait un gros travail aussi là-dessus. Et l'UE a défini 7 principes éthiques. Alors, il y a toujours un 7 qui traîne dans un coin, enfin, 7 principes éthiques, avec des messages clés. Respecter les droits de l'homme, c'est les grandes choses qu'on connaît bien en éthique. Les algorithmes d'IA doivent être sécurisés, fiables et suffisamment solides. Bon, d'accord. Après, il faut traduire ça dans les faits, dans la vie de tous les jours. Les citoyens doivent conserver le contrôle complet de leurs données. Je l'ai dit tout à l'heure qu'anonymiser des données temporelles, c'était pas évident, avec la génomique, c'était pas évident du tout. La transparence et la traçabilité des systèmes doivent être respectées. Ça, c'est important de pouvoir conserver les données des résultats, les données des entrées des résultats, ne serait-ce que pour dépister s'il y a des dérives ou des trucs qui vont pas bien. Elle doit être accessible à tous. Alors là, c'est des principes, donc après, comment on arrive à mettre ça en place, c'est pas sûr qu'on y arrive. Elle doit apporter des changements positifs dans la société et respecter l'environnement. Après ce que je vous ai dit, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais peut-être qu'il faut moduler un petit peu ça. Et puis, il faut mettre en place des mécanismes pour assurer la responsabilité des créateurs d'IA. Bon, les créateurs d'IA, je vous ai dit que la plupart c'était des geeks, ou alors des gens qui sont dans des grosses firmes, comme Facebook ou autres. Et il faut vraiment qu'ils soient associés à cette notion de responsabilité d'une façon ou d'une autre. Là, c'est illisible. Mais c'est pas grave parce que vous aurez le PowerPoint après, c'est des références bibliographiques. Vous pourrez piocher un peu là-dedans et essayer de trouver des choses qui vous intéressent. Ça va être le rapport Villani à des choses concernant l'UNESCO. L'Odyssée de la médecine qui vient d'être publiée, c'est très récemment par l'intelligence artificielle. Ça peut pouvoir le coup de regarder tout ça.
Et puis maintenant, si vous n'êtes pas épuisé, mais c'est tout possible, on peut éventuellement discuter un peu tous ensemble. Et de toute façon, probablement que dans le programme d'éthique, on aura l'occasion d'en discuter un jour ou l'autre. Et s'il y en a qui sont très intéressés par l'intelligence artificielle, à la limite, ils peuvent le faire. Et j'ai mis un petit cerveau autour parce que c'est pour vous rappeler qu'il faut qu'on participe tous, quelles que soient nos compétences, y compris sur des tas de compétences.